soir, ce bateau qui vient d'être mis à l'eau, c'est peut-être notre avenir. Des cargos de marchandises tractés par des voiles, des voitures à essence à la casse et des avions qui volent à l'hydrogène. Ce soir, Envoyé spécial imagine la France en 2050, la France sans essence ou presque. Nous irons aussi à la rencontre de ces familles monoparentales qui ont bien du mal à s'en sortir avec l'inflation. Évidemment, c'est pire quand les pensions alimentaires ne sont pas payées, mais il y a des solutions. Et puis, nous irons au Népal. À un peu plus de 15 jours du début de la Coupe du Monde de football, nous avons retrouvé les ouvriers qui ont participé à la construction des stades et des infrastructures au Qatar dans des conditions parfois terribles. On a vu le mois dernier la pagaille qu'a mis la pénurie de carburant dans les stations-service. Aujourd'hui, c'est en train de se régler. Mais va-t-on devoir imaginer une vie sans pétrole? Ça pourrait aller beaucoup plus vite que prévu dans quelques dizaines d'années. Ce sont les scientifiques qui le disent. Alors comment se nourrir, comment se déplacer sans pétrole? Agathe Lanté et Olivier Nathan ont imaginé cette France en 2050. L'air est lourd, caniculaire. Ça y est, on y est. 50 degrés et plus de pétrole. Un siècle a brûlé de façon effrénée cette ressource naturelle jusqu'à saturer l'atmosphère de carbone et dérégler le climat. Plus le choix. Il a fallu renoncer au pétrole. Les stations ont fermé les unes après les autres. Au début, personne n'y a cru. Mais les banques ont arrêté d'investir, les États de subventionner, les compagnies pétrolières d'exploiter. Et là, on a compris. Fini l'énergie abondante et pas chère. Comment imaginer une vie sans pétrole? Cette incroyable énergie fossile formée il y a 100 millions d'années à qui nos sociétés développées doivent tout. Mais la fin de l'or noir, est-ce vraiment la fin du monde? À l'heure où le climat se réchauffe dangereusement, est-ce qu'il n'est pas temps d'apprendre à s'en passer? Encore faut-il savoir où il se cache. C'est simple, il est partout. Dans la salle de bain, brosse à dents, tubes, flacons, que du plastique, du pétrole chauffé à 400 degrés. Les gels douches ou les crèmes, des dérivés d'hydrocarbures. On se lave au pétrole et on embrasse au pétrole. Un jean, 25 litres de pétrole, sans compter les acryliques, polyester et polyamide. Ah, le progrès! Dans les placards de nos cuisines, pas en bois, en polymère, un plat de pâtes au goût amer. Emballage, briquettes et conserves tapissées de pétrole. Du mixeur à la tondeuse, chaque Français accumule une centaine d'appareils, électriques ou électroniques, par foyer. Matière première, fabrication, transport, à toutes les étapes, le pétrole génère des gaz à effet de serre. À ce rythme, dans 8 ans, nous aurons atteint le seuil critique de réchauffement que redoutent les climatologues, plus 1,5 degré. Alors je me suis invitée dans cette BD, celle de l'ingénieur star des énergies, Jean-Marc Jancovici. Il est l'inventeur du bilan carbone et avec le dessinateur Christophe Blain, ils ont écrit Le monde sans fin. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Bon alors déjà une petite interrogation sur cette interview en visio. C'est comme ça qu'on fera demain, c'est ça? Ça évite les transports? Ah, quand il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de quoi fabriquer les ordinateurs non plus. Donc, mais plus de pétrole du tout, je pense que ça n'arrivera jamais avant la fin du dernier homme ou de la dernière femme. Ce qui va vraiment commencer à perturber très fortement le fonctionnement de nos sociétés, c'est le fait d'en avoir de moins en moins. Vous montrez surtout que l'énergie, le pétrole, c'est une énergie fantastique. Vous dites on est devenu Iron Man, on est devenu une société de machines. Eh bien, le parc de machines que nous avons dans le monde, effectivement, a démultiplié la puissance musculaire de l'humanité par plusieurs centaines. Le Français ordinaire, dans un monde dépourvu de machines, il lui faudrait 600 esclaves pour qu'il puisse vivre de la même manière. Voilà. Donc effectivement, nous vivons tous comme des nababs. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait apprendre à s'en passer? Parce que comme il faut 50 à 400 millions d'années pour le former,
de toute façon, vous ne pouvez pas en avoir indéfiniment de plus en plus, ni même indéfiniment sur la même quantité. Donc à un moment, il y en aura de moins en moins, de toute façon. Et ça a déjà commencé en Europe. En Europe, en fait, d'ici 30 ans, on aura entre la moitié et le 10e du pétrole qu'on a aujourd'hui, de toute façon. Sauf qu'on voit bien que c'est impossible de s'en passer aujourd'hui. Il va bien falloir... Non, c'est pas impossible de s'en passer. C'est tout à fait... On n'a pas envie de s'en passer, c'est tout à fait différent. Enfin, vous n'avez pas envie de vieillir et moi non plus, et pourtant, c'est pas pour autant que c'est impossible. Donc ce que vous dites, c'est qu'il vaut mieux s'y préparer plutôt que subir de plein fouet, parce que ça risque d'être assez douloureux. Je dis qu'il vaut mieux partout organiser le système de telle sorte qu'on maîtrise notre destin, plutôt que de ne pas organiser le système, et du coup, c'est des événements externes qui vont se charger de le faire à notre place. C'est des crises économiques, c'est des guerres, c'est des famines, c'est des trucs très sympathiques. Mais si c'est pas l'un, ça sera l'autre. Est-ce qu'il va nous falloir du courage pour vivre avec moins de pétrole? Il nous faudrait surtout de la lucidité. Allez, c'est dit. Bon, merci beaucoup, Jean-Marc. Je vous en prie. Au revoir. Pour se soigner du pétrole, par quoi commencer? Par un bon bilan sanguin, ou plutôt un bilan carbone. Chaque année, un Français émet près de 10 tonnes équivalent CO2. L'essentiel vient de notre utilisation du pétrole. Transport, logement, alimentation. Mais voilà le défi. Pour limiter le réchauffement climatique, il va falloir diviser par 5 nos émissions, pour arriver à 2 tonnes équivalent CO2 d'ici 2050. Réduire donc notre consommation de pétrole. À commencer par la voiture. « 2050, plus aucun véhicule thermique ne circule en France. Pétrole trop cher, trop polluant. 40 millions de voitures interdites pour être remplacées par de l'électrique. Mais la facture des catastrophes climatiques a doublé et les caisses de l'État sont vides. Plus d'aide à l'achat. La voiture électrique, un luxe inaccessible pour les plus modestes, qui tentent de bricoler de quoi se déplacer à partir des pièces détachées, récupérées sur les carcasses des vieux modèles thermiques. Alors, est-il bien raisonnable de renouveler intégralement notre parc automobile en électrique ? « 40 millions de voitures à jeter, il y a peut-être mieux à trouver. La voiture du futur, j'ai rendez-vous avec celui qui l'a inventée. Ce n'est pas Elon Musk, mais un entrepreneur français qui a peut-être trouvé, lui, la solution durable. Bonjour Émeric. Transformer nos voitures à moteur thermique en véhicules électriques. Alors si je vous dis qu'on va changer tout le parc automobile français en électrique, vous dites quoi vous? Non, c'est pas possible. C'est écologiquement pas possible. Il nous faudrait beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'on fait des voitures? On n'a pas la place pour mettre 40 millions de voitures qui deviendraient un déchet. Donc vous avez la voiture du futur, elle est où? La voiture du futur, elle est pas très loin d'ici. Bon, j'imagine que ça peut pas être celle-là, trop vieille. Non, il n'y a pas une question d'âge. Elle pourrait le devenir. Toutes les voitures pourraient devenir des voitures du futur. Ah, bon, je donne ma langue au chat. Elle est juste derrière. Juste derrière? Là? Voilà. D'accord. C'est une voiture qu'on a améliorée. Et parce qu'elle existe déjà, c'est pas du nouveau carbone qu'on va générer pour fabriquer une nouvelle voiture. Une voiture standard comme celle-là, c'est entre 4 et 5 tonnes de CO2 pour la fabriquer. Juste ça? Juste celle-là. Quand elle était neuve, il y a 11 ans. Bon, et quand on la reconnaît alors? Un signe extérieur pour la reconnaître, elle n'a plus de pot d'échappement. Ah oui, effectivement. On a enlevé le moteur thermique. Plus de moteur qui a besoin du pétrole. Ah oui, d'accord. Donc on a toujours la boîte de vitesse qui est là derrière, on a le moteur électrique qui est là, et là il y a les batteries. Et on n'a rien changé du tout dans l'habitacle. Et le but, c'est de garder la voiture le plus longtemps possible. Mais alors, demain, on pourra
tous avoir des batteries électriques? Parce que je croyais qu'il y avait un problème avec... On ne sait pas comment recycler, on ne sait pas comment avoir des matières premières pour s'approvisionner. Alors aujourd'hui, on est dans la phase de démarrage. Donc on essaye de trouver ces matériaux dont on a besoin. Mais à partir du moment où on en a suffisamment et que ces batteries-là vont arriver en fin de vie, eh bien la France va pouvoir être producteur avec des circuits d'économie circulaire de nickel, de manganèse, de cobalt, parce qu'on sait recycler les cellules. Donc la boucle est bouclée. Coût de l'opération, 10 000 € quand même. Mais cette filière de conversion, le rétrofit, mise sur les primes de l'État. À 5 000 €, la voiture du futur pourrait être écologique et économique. Bon, on va tester l'autonomie alors? Oui, allez, on y va. Je vais tout comprendre alors. Et ça va être simple. Ah, cool. Pour l'instant, c'est un peu compliqué la transition. Hein. Tous les modèles pourraient bénéficier de ce rétrofit dès l'année prochaine. Enfin seulement les petites voitures. Problème, les véhicules les plus vendus en France et dans le monde sont aujourd'hui des SUV, des mastodontes qui pèsent lourd sur le climat. C'est une voiture qui est toute petite, ça. C'est une voiture qui est légère. Et comme elle est légère, eh bien, elle consomme moins d'énergie quand elle roule qu'une grosse voiture électrique. Tout le monde veut du neuf, tout le monde veut du gros, tout le monde veut du confort. Mais écologiquement, ce qui est le plus intéressant, c'est de réutiliser des véhicules existants en leur mettant une autonomie raisonnable. Avec cette voiture, moi, je fais très facilement 100 km de nationale, 80-90 km/h, Orléans-Paris, voilà, sans aucun stress. Mais ça fait pas rêver quand même. On cherche aujourd'hui, la question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire 400 ou 500 km. Vous vous dites 100 km, c'est bien. Mais quel est l'usage au quotidien? C'est ça le vrai sujet. C'est qu'est-ce que j'ai besoin chaque jour? De partir en vacances. Chaque jour. En moyenne, au quotidien, les Français font 26 km entre leur domicile et le travail et le retour. Avec 100 km d'autonomie, on répond à ce besoin du quotidien. Comment je vais faire mes activités, comment je vais faire mes courses, comment j'emmène les enfants à l'école. La vraie question, c'est comment on décarbone sa mobilité sur 90% du temps. D'ici 2035, 10% des véhicules pourraient être convertis. Mais vu l'urgence de la situation, il va falloir aussi réduire drastiquement le nombre de voitures et nos déplacements. Pour traverser la France et partir en vacances, ce sera donc plutôt en train électrique. Sur un long trajet, il pollue 40 fois moins que la voiture. Plus de gares, plus de lignes ultra rapides, de quoi détrôner l'avion. Voler, un rêve du passé en 2050. Dans le but de réduire les émissions carbone, l'État a tout fait pour limiter le trafic aérien. Augmenter le prix des billets, interdire les lignes intérieures, taxer le kérosène et imposer des quotas carbone pour chaque Français. De nombreuses compagnies ont fait faillite. Comme tout le monde désormais, je ne dois pas dépasser 2 tonnes équivalent CO2 par an. 2 tonnes, c'est un aller-retour Paris-New York. Alors, faudra-t-il renoncer à traverser l'Atlantique demain ? Aujourd'hui, à chaque battement de cœur, un avion décolle sur la planète. 72 vols par minute. Pour un voyage à l'autre bout du monde, cet appareil va rejeter 300 tonnes d'équivalent carbone. L'urgence ici, c'est de voler décarboné. À Toulouse, Airbus m'a ouvert ses portes. Bonjour Glenn. Bonjour Agathe. Ça va? Ça va bien? Oui. Bienvenue chez Airbus. Merci. Je vous C'est le donne cadeau de ça. bienvenue? Oui. C'est quoi? C'est sécurité? C'est le gilet de sécurité, la casquette de sécurité parce qu'on va s'approcher des avions. D'accord. Bon alors dites-moi, il paraît qu'on volera plus du tout, on pourra même plus partir en voyage en 2050? Pas du tout.
Donc on améliore déjà l'efficacité des avions. On est en train de regarder une 350 qui est un avion de nouvelle génération. C'est plus léger, plus performant pour consommer moins de pétrole. 25% de consommation en moins sur cette dernière génération, grâce à l'aérodynamique et l'efficacité des moteurs. Mais l'objectif affiché pour 2050, c'est 100% de carburant durable. Viens, je vous montre à l'intérieur. Pour remplacer le kérosène, le monde entier mise sur une technologie révolutionnaire, l'avion à hydrogène. Bienvenue dans l'antichambre du futur. On peut rentrer. Oh, merci. Oh là là. Ah oui, là, c'est vraiment en phase de test. C'est ça qu'on va utiliser pour tester la propulsion à hydrogène. Donc tous les câbles qu'on voit autour, tous les ordinateurs, c'est pour comprendre bien comment l'avion se comporte. Donc les réservoirs ils seront installés ici à des températures très basses, donc à moins 253 degrés. Oh, ça va prendre quelle place? Parce que c'est ça le problème de l'hydrogène? Oui, ça va prendre à peu près 4 fois plus de place que le kérosène. Je vous montre en tablette. Airbus utilise déjà l'hydrogène pour propulser ses satellites et la fusée Ariane. Mais il est encore fabriqué grâce à l'énergie fossile. En attendant l'hydrogène vert, avec du solaire ou de l'éolien, les ingénieurs imaginent déjà un nouvel avion pour 2035. Voici à quoi il pourrait ressembler. Donc ça, c'est une des concepts zéro émission. C'est un avion qu'on appelle aile volante. Il y en a 3. Il y a ce qu'on appelle le turboprop, le blended wing body et le turbofan. Mais ça, c'est tout petit, ça, pour voler. On va pas tous pouvoir voyager là-dedans. Il y a entre 100 et 200 passagers dans chacun de ces avions. Ah oui, quand même. Et on va faire voler un avion pour démontrer que l'hydrogène est une solution. Et on va y arriver. Avant de fabriquer ce nouvel avion, le vol d'essai se fera dans cet A380 dans 4 ans. Donc c'est toi pilote. Ah, copilote, pilote. C'est Moi ça. à gauche. Oui. Donc c'est là que ça va se passer, le premier vol. Oui, donc ici, il y aura une manette de plus et il y aura aussi un écran pour dire au pilote en temps réel exactement ce qui se passe dans ce système propulsif. Donc les pleins gaz, ce sera toujours ici, je peux? Je ne toucherai pas. Cap de vol, 2035. Oui, tu dois. Il y a quand même un problème avec l'hydrogène. Ce nouvel avion ne pourra pas faire plus de 1500 km. Mais surtout, un seul prototype sera prêt en 2035. Il faudra encore 20 ans pour renouveler la flotte mondiale. En attendant l'hydrogène, comment réduire le kérosène? Moins voler, ralentir, faire preuve d'un peu de sobriété. Et cela concerne tout le monde, dans tous nos actes du quotidien, à commencer par le plus essentiel, manger. Pas si facile, car vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut comme pétrole pour qu'un simple pot de yaourt aux fraises atterrisse dans votre frigo? Engrais, machines, usines et souvent plusieurs milliers de kilomètres. Alors comment faire? La solution est peut-être juste sous nos yeux, dans les terres qui nous entourent. Produire près de chez nous, localement, et réinvestir les champs où en quelques générations, les machines ont remplacé les hommes et les bêtes. C'est bien les filles, super. Dans la Drôme provençale, Vincent, fils de paysan, veut prouver que c'est possible. C'est bien les filles. Allez, allez ma louvette. Voici son nouveau tracteur, un drôle d'attelage pour sauver la planète. J'ai grandi dans des fermes avec donc des tracteurs. J'ai appris à conduire les tracteurs tout petits, comme tous les enfants d'agriculteurs. Ça fait rêver les petits garçons, mais quand j'ai rencontré des gens qui attelaient des animaux, ça m'a fait encore plus rêver. J'ai trouvé ça beau. Oh, et je regrette pas. Vous roulez au foin, vous?
Pas au pétrole. Au foin et à l'herbe. Et voilà, doucement. Oh, bravo. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est un retour au Moyen-Âge ou retour dans le futur, là? Bah, plutôt retour dans le futur. En fait, c'est un outil qu'on peut mettre derrière les tracteurs et qu'on a adapté pour pouvoir tirer avec des chevaux. En fait, on a fait plein de progrès et techniques et... Ça, c'est du progrès technique? Bah oui, bien sûr. Comment? Bien sûr. Comme... Ça, c'est des machines qui n'existaient pas du tout il y a 60 ans. Avec ses associés, Vincent a construit ce tracteur moderne grâce à des plans partagés gratuitement sur Internet par un fermier du Texas. Comment elle s'appelle? Alors, c'est Louve et Quenottes. C'est 2 juments comtoises. Ça travaille bien? C'est pareil qu'une machine ou pas? C'est mieux parce qu'on peut être en relation avec. 2050, je le vois avec une agriculture vivante qui prend soin de ses sols. Pour moi, il y a plein de solutions pour vivre sans pétrole. Il ne faut pas hésiter à se lancer, à soutenir les gens qui font des alternatives et il y a de l'espoir. Allez, les filles en place, marchez. Lou, Quenottes. 15 hectares, 10 salariés à l'année. Le nombre de petites fermes comme celle de Vincent se multiplie. Cela ne suffira pas à nourrir la planète, mais pourquoi pas déjà une bonne partie de la France? Ouais. Des légumes bio produits sans pétrole, c'est en tout cas ici que viennent se ravitailler les habitants des villages voisins. La carotte. Comme le fait mon frère, Julien. Petite carotte du petit-déj. C'est ça. Des légumes qui soient beaux et qui soient bons, c'est une base pour être content dans la vie. Est-ce qu'ils sont plus chers parce qu'ils sont bons? Je pense pas, non. Comment ça se fait, ça? C'est l'histoire, je pense, de tous les intermédiaires qu'il y a pour que ça arrive jusqu'au consommateur. Qu'il n'y a pas ici. Et qu'il n'y a pas ici. Et du coup, voilà, une des solutions, c'est plein de petites fermes avec des gens qui travaillent dedans, à la place aussi des machines et du pétrole, surtout. Allez, on y go. Julien vit dans un écolieu, à 5 km, avec une trentaine de personnes. Chacun paye son loyer, et pour la nourriture, c'est dans le pot commun. Un laboratoire du vivre ensemble demain. Est-ce qu'on a besoin de carottes pour midi? Ouais. Je vais en mettre dans le gazpacho rouge. Pendant un mois, ils tentent une expérience locavore. Leur défi, trouver à manger dans un rayon de 200 km. Du très local, de saison. Laure est responsable des achats. C'est compliqué de manger localement ou pas? On se dit qu'on va rien manger? Alors, on va pas manger tout ce qu'on mange d'habitude. Il y a des choses forcément dont on va devoir se passer. Mais on peut trouver plein de choses à moins de 200 km. Déjà, la base, on a de la farine. Avec la farine, on fait plein de choses. On fait du pain, on fait des galettes, on fait des crêpes. Ça, c'est juste à côté. On peut y aller en vélo. Et ensuite, en allant un peu plus loin, on peut trouver des pâtes artisanales. On peut manger des pâtes locales, des penne, des tagliatelles. On peut manger aussi des fusilli. Nous, on s'est fait un défi pour rigoler aussi, c'est d'aller chercher le riz en vélo. Donc le riz, pas en Inde ni au Pakistan, on est allé en Camargue. Pour voir si c'était possible, en fait. Si un jour on n'a plus de voiture ou si on ne peut plus payer l'essence, est-ce qu'on peut continuer à consommer du riz? Eh ben oui. Et pour les épices, ils remettent au goût du jour nos aromates oubliés. Les liquides. Ça remplace le riz. Il faut l'imaginer bien découpé. Ah oui, ça y est. Là, on a vraiment le goût du curry. En Camargue, du coup, ils nous ont ramené du sel. C'est sympa, mais par contre, on peut pas faire ça au quotidien. C'est-à-dire que si les gens, vous leur dites, pour manger locavore, il faut faire 400 km en vélo pour aller trouver du sel. Depuis 6-7 mois à peu près, on fait une grosse commande tous les 3 mois dans une SCOP qui nous livre tous nos produits secs pour les 2-3 mois à venir. Et ça, c'est génial parce qu'il y a un trajet qui se fait et nous, on évite tous les trajets quotidiens ou hebdomadaires au supermarché, les allers-retours. Et en plus, on n'est pas tenté. Chips gâteaux. Au final, le panier moyen est moins cher puisqu'on n'a plus tous ces excédents qui sont mauvais pour la santé et mauvais pour le portefeuille. Et en plus, il y a moins d'emballage. Du pétrole. Voilà. Toujours du pétrole.
Alors les amis, il est comment ce gazpacho? Délicieux. Il est très bon. Gazpacho, brousquette, curry indien, melon, mais quand même à la fin, une petite frustration. Après le repas ou le matin, il y a une petite chose ouais, qui manque un peu, c'est le café. Le café, c'est dur de s'en passer, avec un petit peu de chocolat, et là, on est parfait. Elle est où la planque? Ouais, à la cave, à la cave. Vous avez quand même droit au café, vous trichez alors. C'est pas de la triche puisqu'on a le droit à tout en fait. Et il s'agit juste de se limiter à quelque chose dans une société qui peut-être nous incite à ne jamais rien limiter et comme si tout était vanne ouverte à fond. On se limite, on se restreint, mais on ne s'empêche pas de tout. Voilà. Alors un petit ristretto? Se nourrir sans pétrole, et si c'était pour vivre mieux? Alors oui, ça demande de savoir s'adapter. Mais quand même, une vie sans chocolat. « 85% de ce que nous consommons en France arrive par bateau. Des produits du bout du monde, transportés grâce à un pétrole pas cher, exonéré de toute taxe, le fioul lourd, un des carburants les plus sales au monde. » Là, ce sont que des très gros bateaux, que des cargos, que des transconteneurs, etc. C'est absolument effarant. Si on Ça, c'est en temps réel. C'est en temps réel. C'est tous les AIS. Ça, c'est tout ce qu'on consomme aujourd'hui. Voilà. Au large de Saint-Nazaire, j'ai rejoint Jacques et Olivier, frères jumeaux, deux ingénieurs qui se sont lancés un double défi. Créer un bateau de marchandises non polluant et importer du cacao pour lancer leur propre chocolaterie. La première des choses à faire, c'est de décarboner évidemment le transport maritime unitairement bateau par bateau. Parce que ça pollue également beaucoup. parce que ça pollue 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui paraît peu. Non, mais c'est énorme en fait. 3 ou 4% d'un truc énorme, ça reste énorme. Et donc l'idée c'est de décarboner chacun des bateaux, mais également de réduire de façon drastique la flotte, parce que ça sert à rien autrement. On peut réussir à se passer du pétrole à terme, mais c'est une mutation totale en fait du système économique. Pas obligé de se gaver en permanence alors de bouffe et de t-shirt. C'est aussi un choix personnel de savoir être un peu plus raisonnable tout simplement. Il est là. C'est bon, on les voit. Ils sont juste là-bas. Leur voilier vient de traverser l'Atlantique. Il arrive de République dominicaine, chargé de cacao. Ah, c'est vrai, salut. Ce 24 mètres est le premier voilier cargo au monde aux normes de la marine marchande. Ça, c'est un navire. En économie carbone, c'est 90 à 97%. On fait ce qu'on appelle de la rétro-innovation. C'est-à-dire qu'on reprend finalement les anciennes recettes, mais qu'on modernise, à la fois sous forme de technologie sur le navire lui-même, mais également avec une assistance qu'on a peut-être oubliée, mais aujourd'hui on sait faire du routage avec les satellites, les prévisions météo, qu'on n'avait pas il y a un siècle. Ce qui fait que le navire va trouver la meilleure route, va éviter les zones trop fortes ou à l'inverse trop faibles, avec très peu de vent. Qui fait qu'il est là aujourd'hui. Et qui fait qu'il est là aujourd'hui, avec les cales remplies de quasiment 40 tonnes de cacao quand même, donc voilà, c'est un camion à voile. Encore loin des 38 000 tonnes d'un cargo classique, mais déjà une victoire. Hello. L'équipage vient de passer 28 jours en mer, soit une petite semaine de plus qu'un bateau au fioul, grâce aux routeurs, 2 personnes à terre qui se sont relayées 24 heures sur 24. Ça va ? Salut. On regrette pas d'avoir Max le circuit océan là. On a beaucoup parlé des routeurs. Il nous faut un boulot d'enfer. Là, vous allez toucher du vent pouf. Là, ça marche à l'heure près, quoi. Sur les batteries, tu te relèves doucement. Oh là, ça sent le chocolat ici. Ça sent le cacao, exactement. Voilà. D'accord. Le cacao est dans ces containers là.
Donc ils sont protégés un peu thermiquement quand même. Donc on peut goûter là? On peut pas là, non. Là c'est protégé exprès, ça va être contrôlé par les douanes avant, donc pour l'instant on n'y touche pas. On regarde et c'est tout. Et donc là il y a combien de tablettes? Là on a potentiellement 1 million de tablettes dans le navire. C'est pour ça que ça sent bon. C'est ça. Ça veut dire quoi en termes de surcoût, un transport à la voile? Le surcoût du transport à la voile, si on ramène ça à une tablette de chocolat de 100 grammes, c'est à peu près 13 centimes d'euros. Donc en fait, c'est parfaitement anodin. Donc on vend globalement nos tablettes autour de 3 euros et souvent en dessous de 3 euros. Et donc pour un produit bio, transporté à la voile, avec un goût, d'après les clients, excellent, en fait ça va. Je crois que personne n'a envie de s'en passer. Donc on continuera à en manger, bien sûr. Ouais. L'écologie n'est pas une punition. Il ne faut jamais oublier ça. En 2 ans, ils ont déjà fait 8 transatlantiques. Chiffre d'affaires 8 millions d'euros et 50 emplois créés. Alors que l'équipage affale les voiles, nous sommes dépassés par un méthanier. Ah, il va plus vite, mais il pollue vite aussi. Ce qui vous fait rire? Ça, c'est peut-être un peu l'ancien monde, et puis ça, c'est peut-être le nouveau monde absolument nécessaire, en fait. Donc c'est bien quand il y a des contrastes comme ça intéressants. Là, c'est un beau contraste aussi. Dans une cinquantaine d'années, on sera étonné de voir aujourd'hui tous ces énormes bateaux sans voile. Il y a de très fortes chances quand même que les gamins se questionnent. On dit, oh, tiens, c'est marrant, ils n'avaient pas de voile à l'époque, parce qu'on n'aura sans doute pas le choix que d'en mettre. De toute façon, ça s'impose. Ce sera une bonne nouvelle. Un deuxième voilier cargo est en construction. Cette fois 350 tonnes de cacao, 10 fois plus que ce navire. Pas de quoi avaler tous les soirs une tablette devant son écran, mais peut-être le signal que ma vie sans pétrole commence maintenant. Bonjour Yves. Bonjour Élise. Ça va? Comment vous allez bien? allez-vous? Enfin, on peut même presque se dire tu, mais on va pas le faire là aujourd'hui, parce qu'on va pas mentir, on se connaît. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai même baptisé exactement. un de vos bateaux qui est ici. Aquitaine Innovation. Alors, c'est marrant qu'on vient de voir sur le grain de sel là, qui traverse l'Atlantique à la voile pour transporter du cacao. C'est un peu vos petits cousins. Bah absolument. En fait, grain de sel transporte donc à la voile ce qu'on a toujours fait depuis 50 000 ans. L'homme s'est déplacé sur la mer avec le vent. Il n'y a que depuis, on va dire, 100 ans que le pétrole a remplacé le vent. Alors justement, on est sur votre bateau, c'est votre ancien bateau de course, vous avez battu des records, vous, en tant que skipper sur ce bateau, mais vous l'avez complètement transformé. Racontez-nous ce que vous voulez en faire. En fait, ce bateau, il va naviguer grâce à un kitesurf. Voilà, c'est ça. Mais l'idée de ce bateau, c'est pas de naviguer avec un kite pour le plaisir, mais c'est pour décarboner tous les bateaux à moteur et permettre aux bateaux à moteur existants d'avoir une aide de propulsion vélique avec le vent dès que le vent est là. Alors, expliquez-moi, parce que là, on est sur ce bateau. Moi, j'imagine un kitesurf devant, mais c'est pas un petit kitesurf, c'est un grand kitesurf. Voilà, alors déjà, c'est un bateau qui est très large, avec une grande surface. Il y a plus de 150 mètres carrés de surface. Donc, on peut envoyer des kites déjà de grande taille, de 200 mètres carrés, et une aile de 200 mètres carrés, ça peut déjà tracter un cargo d'une centaine de mètres. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que là, ce que vous êtes en train de faire comme recherche, c'est aussi pour équiper par exemple des porte-containers? Alors, sur ce bateau, on va aller jusqu'à des ailes de 200 mètres carrés, mais pour les porte-containers, les gros porte-containers, ça sera des ailes de 800 voire 1600 mètres carrés. Non mais attendez, c'est réaliste ça? Parce que je sais qu'on vous appelle l'extraterrestre, et là j'ai l'impression que vous êtes un peu extraterrestre quand Non même. mais bien sûr, en fait, là... 800 mètres carrés de kitesurf. Le système SeaKite qui est là, en fait, c'est l'échelle 1/8 de ce qu'il y aura demain sur les cargos. C'est pour quand ça? Alors, pour les cargos, je veux dire, voilà, pour les porte-containers. Pour les cargos. Donc là, la 200 mètres carrés, nous, elle va être au point sur ce bateau en 2024. Ah, c'est demain. Donc en 2025, on pourra l'installer sur des cargos et des bateaux de travail. Mais vraiment la commercialiser en 2026, si tout marche bien. Donc ça veut dire qu'en 2026, et là on rêve pas, il va y avoir des cargos qui vont se balader sur les océans avec des kites géants et qui vont économiser combien de fuel lourd? Alors on va dire qu'un gros cargo, il va consommer près de 100 tonnes de fuel par jour. Ah oui, quand même, d'accord, ok. Et
Et un kite va lui permettre d'économiser environ 20 tonnes par jour. Donc 20% de sa moyenne. consommation en moyenne. En moyenne, il va y avoir des jours où ça va peut-être aller jusqu'à 50% et des jours où ça ne marchera pas du tout. Mais alors, les armateurs, ils vous écoutent ou ils sont sceptiques? Au démarrage de Beyond the Sea, je prenais à peu près la porte dans la figure à chaque fois que j'allais les voir. Aujourd'hui, au contraire, les armateurs sont très intéressés. Pourquoi? Donc déjà, le prix du fuel est élevé. Et le kite, lui, son carburant, il est gratuit. Oui, donc ça, on comprend. Et à partir du 1er janvier 2023, il y a un compteur qui s'allume pour chaque navire. Et à la fin de l'année, sera attribué à chaque bateau, partout dans le monde, une lettre comme les frigidaires, entre A jusqu'à AE. Et si un navire est pendant 2 années de suite en catégorie D ou catégorie E, il risque d'être bloqué au port. Ah oui, donc ça, effectivement, ça peut les convaincre sérieusement d'essayer votre technique à vous. C'est complètement évident. En fait, pour moi, le pétrole est une petite erreur dans la vie sur notre planète. Si vous prenez du recul, Homo sapiens, il y a 50 000 ans, il utilisait déjà le vent pour aller en Australie. Et il y a eu 200 ans d'erreur entre le charbon et le pétrole, et forcément, on va revenir au vent. C'est évident, puisque lui, il existe dans la durée. Il n'y a pas d'autre solution. Merci à vous, Yves Parlier. Merci, Elise.